Bonjour Margot, ça va? Hello, ça va très bien et toi? Très bien. Alors, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Donc, je vous présente, c'est Margot Grépon de la marque Okan Studio. C'est une marque, très jeune marque prometteuse de bijoux inspirée par le Japon et l'architecture. Et aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un petit peu de tes nouvelles et comprendre comment ça se passe, ton nouvelle activité digitale, en sachant que ta marque, ça fait 1 an que tu l'as lancée. J'ai lancé la marque en septembre 2019. Ouais, exactement. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux dire, Margot, comment ça a commencé ton histoire et comment a commencé Ocam Studio, tout simplement? Oui, bien sûr. En fait, à vrai dire, moi, je suis un peu une styliste contrariée. Donc, je voulais faire styliste quand j'étais plus jeune. Et puis, la voie de la raison l'a emporté. J'ai fait école de commerce. Mais j'avais toujours en tête cette envie de créer une marque, d'être un petit peu à la fois le CEO et le designer. Enfin, c'est quelque chose que j'avais en tête. Et puis, en fait, voilà, chemin faisant, je n'avais pas forcément l'idée. Mais je me suis dit, je vais apprendre beaucoup sur le marketing. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé pendant 6 ans chez L'Oréal. Et ensuite, je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle, j'avais appris ce que j'avais à apprendre et j'avais pris confiance en moi. Donc, je me sentais prête à me lancer. Et en même temps, j'ai fait un voyage au Japon où j'ai eu un peu, on va dire, l'étincelle, l'idée. En fait, je suis tombée sur un bijou qui était à la fois entre, on va dire, force et poésie, une sorte de katana, voilà, qui barrait tous les doigts. Et une fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé, enfin, j'ai vraiment réalisé à ce moment-là la puissance que peut avoir un bijou sur à la fois le regard que les autres portent sur nous ou sur le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Et donc, ça m'a beaucoup inspirée et je suis rentrée sur Paris et je me suis dit, ben, je vais refaire cette bague. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis prise dans l'idée de créer ma propre identité, de créer à mon propre style. Et de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que les designs de Cannes ont vu le jour. Alors, Ocam, ça veut dire quoi? Okan, c'est un mot japonais qui veut dire couronne. Donc j'aimais bien l'idée d'avoir un mot finalement enfin, assez court, poétique, et mais en même temps qui cache un sens, un double sens. Parce que bah, moi, mes bijoux, c'est quand même des bijoux qu'on remarque, c'est quand même des bijoux assez présents. Et donc forcément, on a l'impression de porter une sorte de couronne parce que ça donne un peu plus de puissance. On se sent plus en confiance quand on les porte, quoi. Toi, tu es styliste à la base, c'est Non, ça? Tu voulais être styliste. oui, j'ai pas fait d'école de stylisme, non, j'ai fait une école de commerce. Mais ouais, j'avais toujours ce regret de finalement pas avoir fait ce parcours, mais au final, je suis contente bah, d'être retournée vers un métier plus créatif. Voilà, je me suis créé mon métier, quoi. Et justement, ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu as fait l'école de commerce, tu t'es cherché, tu essaies de trouver des idées qui peuvent te plaire, sur quoi tu peux t'engager dans ta voie entrepreneuriale. Comment on peut justement arriver à se dire, je peux créer des bijoux? Bah, je pense que ça s'est vraiment pas fait tout de suite. Enfin, c'est d'abord l'idée où je me suis dit, je vais me faire une bague, etc. Après, j'ai commencé à me dire, mais bon, allez, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. J'ai demandé de l'aide à un ami, et un ami designer, et c'est grâce à lui que j'ai pu faire mes premiers modèles. Et ensuite, enfin, disons que c'est vraiment pas à pas, parce que ensuite, comme lui n'avait pas assez de temps, je me suis dit, bah, je vais apprendre à designer toute seule. Ça n'a pas l'air si compliqué. Donc, j'ai commencé à apprendre la 3D. Ensuite, je me suis acheté une imprimante 3D qui m'a permis à faire mes premiers prototypes. Et une fois que voilà, j'avais quand même enclenché ces choses-là, mais sans vraiment trop me prendre la tête sur est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Euh, Après, bien sûr, j'ai quand même voulu un peu valider, quand même me dire je fais pas n'importe quoi. Donc, j'ai rencontré un designer artistique dans le bijou. À qui j'ai montré mon travail. J'avoue, s'il m'avait dit que tout était nul, j'aurais eu un petit peu de plomb en l'aile pour continuer, mais au final, non, il m'a quand même bien encouragée. Et aussi, j'ai beaucoup montré mes créations autour de moi, à mes amis, avant de me lancer.
et voilà, je pense que la confiance, elle se crée au fur et à mesure, de voir voilà, qu'il y a un attrait. À un moment, bon, on se dit, allez, on y va, on fonce, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de trop réfléchir et il faut passer à l'action. Et comment tu as fait cette phase de transition plutôt, entre le monde d'entreprise, corporate, et ton entreprise à toi? Ce temps où tu t'es encore en phase de recherche, des pensées, ou peut-être même tu étais déjà dans l'action, comment tu as fait cette transition? Je pense que c'était un moment où j'avais un peu moins de travail sur mon poste. Et c'est un moment où j'avais vraiment cette idée qui émergeait. Donc j'ai commencé à faire les deux en même temps, à continuer à travailler sur mon poste et en même temps à travailler sur ma marque. Et en fait, il y a un moment, je me rendais compte que mon projet de marque m'excitait beaucoup, beaucoup plus que mon travail. Enfin, j'étais obsédée par ma nouvelle marque et franchement, le travail, j'y allais vraiment à reculons, j'y arrivais plus du tout. Et enfin, c'est progressif, quoi. J'ai commencé à chercher un fournisseur alors que voilà, j'étais encore sur mon poste. Donc, je pense que voilà, j'ai commencé à vraiment bosser les deux en même temps. Et puis, arrivé un moment où je me suis dit, là, c'est bon, j'ai vraiment envie de partir pour m'y consacrer à 100% parce que je sens que je n'avance pas aussi vite que je souhaiterais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, bon, bah, j'en parle au RH et ciao, bye bye. Voilà. Quand tu as commencé à dessiner tes bijoux, euh, à quel moment tu as commencé à montrer aux futurs acheteurs ou aux clients tes, tes créations? À quel moment tu as commencé à valider si ce que tu fais est bon? Ce que j'ai fait, c'est que j'avais des 3D. J'avais pas de maquette, pas de prototype vraiment, mais j'avais des 3D. Et c'est avec ces 3D que j'ai d'abord commencé à montrer à des fournisseurs. Donc ça, c'était un premier stade aussi d'avoir leur retour un peu plus technique sur les pièces. Ça, c'était intéressant. Et ensuite, j'avais fait toute une petite présentation et je me suis dit, je vais faire une sorte de test quali avec des filles qui, j'imagine, pourraient être dans ma cible. Donc j'avais programmé 5 interviews avec des filles et je leur avais présenté tout le concept, je leur avais montré différentes pistes de création parce que j'avais différentes idées de collection. Et donc voilà, j'écoutais tout leur feedback, je regardais ce qu'elles aimaient bien, ce qu'elles aimaient moins. Au tout début, c'était difficile d'entendre pas des critiques, mais tout du moins des commentaires pas forcément que j'attendais pas forcément. Et après, je trouve que c'est quand même génial pour arriver à faire un pas de côté sur sa création. Et c'est vrai que chemin faisant, je trouve qu'on arrive beaucoup plus à accepter les remarques et au contraire de voir que c'est pas négatif ou c'est pas forcément, c'est vraiment dans le but d'améliorer c'est finalement génial que ces personnes vous disent concrètement ce qu'elles pensent parce que ça va que vous aider pour la suite pour rendre vos bijoux euh, pour les rendre encore mieux, quoi. Donc, Et le retour, comment ça a impacté ton produit? Est-ce que tu as fait beaucoup de changements? euh, alors, en fait, ça m'a permis de choisir l'édition que j'allais sortir parce que j'en avais 3 différentes. Et au début, j'étais un peu en mode, je vais sortir 2 en même temps. En fait, je pense que ça aurait été une usine à gaz, donc ça aurait été super compliqué. Et au final, donc, j'ai choisi une seule édition, celle qui à la fois était la plus différenciante, mais en même temps celle qui était préférée par tout le monde. Donc c'est l'édition Nami, celle que voilà, je porte là. Et ensuite, disons que ça m'a plutôt permis de revoir par exemple le poids des créoles parce que j'avais effectivement des remarques sur ça va être lourd ou est-ce qu'elle est en 3 pièces parce qu'elle est en 3 pièces on voit pas forcément Ok. en une pièce. Donc oui, ça m'a quand même permis de trouver des idées. Ou même, j'avais aussi beaucoup de personnes qui me demandaient des colliers que j'avais pas encore ou des petits bracelets. Donc, ça m'a aussi nourri pour trouver des idées de futures pièces. Donc non, c'est super positif quoi qu'il arrive de se confronter à un regard extérieur. Ça ne peut être qu'enrichissant. Alors, combien de temps tu as mis entre le moment où tu as dessiné tes bijoux et tu les as validés avec tes possibles clientes
et le moment quand la marque s'est lancée vraiment sur Internet? Euh, je, donc, je pense il y a eu un an, grosso modo, qui s'est écoulé. Il y a eu tout d'abord cette phase où j'ai commencé à travailler avec un ami designer qui m'a épaulée. Mais comme il était très pris par son travail, au final, j'ai dû apprendre à designer en 3D et faire mes propres créations. Donc ça a pris un petit bout de temps. Et ensuite, j'ai montré à mes amis. Et ensuite, j'ai travaillé mes prototypes avec l'atelier que j'avais trouvé. Et ça, à nouveau, ça a pris un peu de temps de caler bien les prototypes. Et donc voilà, donc j'ai commencé à travailler dessus en juillet 2018 et j'ai reçu mes premières pré-séries en juillet 2019. Donc c'était 2 mois avant euh, de lancer la marque sur Internet. Et une fois les produits dans la main, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? C'était quoi ton plan? Ah, une fois que j'avais les bijoux dans les mains, déjà, je n'en revenais pas parce que c'est incroyable de passer déjà du plastique au métal, c'est super impressionnant parce qu'un petit bijou qui a l'air tout petit est un peu pas cheap, mais bon, on se dit qu'est-ce que c'est en plastique et en fait en métal tout de suite ça prend une autre dimension. Donc déjà super impressionnée. Et après je suis pas dans le sens de ta question, c'était plus en mode qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi les prochaines étapes ou Ouais, comment tu te lances? ah, déjà que j'avais prévu de faire un shooting, donc pour avoir des images et du contenu. Donc ce que j'ai fait en juillet. Et ensuite j'ai lancé la marque sur mon site internet sur Shopify en septembre. Et ensuite j'ai fait un pop-up. J'ai fait un pop-up juste après, donc pour pouvoir montrer la marque, avoir un event. Et, euh, et après, j'ai commencé à me demander est-ce qu'il ne faut pas que je sois quand même dans un ou deux grands pop-up, enfin flagship parisiens. Donc j'ai été approchée lors d'un salon par, le printemps. Donc voilà, après c'est Donc, vraiment tu as plus fait le sporadique. salon, tu fait le salon avant, Non, avant de démarrer? j'ai fait le salon après, en janvier. Et bon, avec du recul, en plus, c'était le tout début du Covid, donc il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. Donc je me dis, en tout cas, je me suis dit que c'était finalement pas la priorité. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je me concentre sur mon site internet. Et puis, euh, et puis en fait, c'était aussi un moment où je me renseignais beaucoup sur la publicité, comment faire pour bien investir, comment ça marche. Parce que c'est vrai que le business manager de Facebook, c'est quand même assez obscur quand on le découvre pour la première fois. Donc j'ai commencé à beaucoup me renseigner auprès de personnes qu'on avait déjà fait, ou même des experts. Et j'ai commencé à faire un peu toute seule, mais sans être vraiment méga rassurée sur ce que je faisais. Voilà. Et donc après, on a eu le confinement. Donc c'était super. Entre-temps, j'avais fait d'autres pop-up et tout, mais là, je me suis dit, bon, là, c'est clair et net qu'il faut que j'arrive à émerger en digital. Et donc, c'est ce moment où je me suis dit, eh bien, pourquoi pas commencer le programme avec Inga, sachant qu'on se connaissait déjà, parce que je connaissais Laura de Clap. Et c'est vrai que voilà, j'étais toujours. Moi, je mets beaucoup de temps à prendre ma décision. Donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment, on se lance, on y va, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à s'en sortir avec cette crise. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler toutes les deux. Et c'est vrai que j'ai pas cherché à plus développer un réseau retail pour le moment, même si, enfin, je pense que c'est le e-retail qui va être important. Mais en tout cas, c'est primordial d'arriver à bien maîtriser les réseaux et ses communications digitales et ses pubs pour être connu et se faire du chiffre avec toute la marge, on va dire, se la mettre dans la poche, quoi. C'est sympa. D'accord. Et donc, je reviens encore au démarrage parce que c'est vrai qu'on s'est parlé tout au début, tu avais 3 ou 4 mois d'existence. Donc, tu as fait ton premier pop-up store, je crois. Tu t'es lancé avec combien de produits? Toute première collection. J'avais une édition avec 9 modèles, je crois, ou 10, je ne sais plus, et qui était déclinée en 3 versions différentes, argent, or jaune et or rose. Après, c'est vrai que j'ai vraiment fait
un vrai parti pris au lancement. Je me suis dit, je vais arriver avec une gamme assez courte. Euh, mais bon, pour moi, c'était aussi une question de gérer aussi la logistique, enfin, voir, se tester tout simplement. Je pense que c'est mieux de commencer avec pas trop de références. Sinon, c'est vraiment l'usine à gaz. Et j'ai choisi aussi des pièces assez statement, donc des pièces très visibles. Là, j'ai une grosse manchette 10 anneaux, j'ai la bague qui est la plus enfin, visible, ou même les créoles, donc vraiment des pièces euh, vraiment affirmées, pas vraiment bijoux de peau, mais vraiment sculpture pour me différencier et pour avoir une image de marque super forte, quoi. Et quand tu as lancé ton premier pop-up, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu beaucoup d'acheteurs? Quand j'ai lancé mon premier pop-up, disons que j'ai rentabilisé mon pop-up, j'étais contente. Euh, mais c'est vrai que c'était au tout début, j'avais pas encore une énorme communauté. Donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'amis qui sont venus, mais j'avais pas. En fait, c'était que des acheteurs de mon premier cercle. Donc c'est vrai que j'étais contente, mais je me suis dit, prochain pop-up, est-ce que ces gens vont revenir? Comment est-ce que je vais faire pour avoir de nouveaux clients? Parce qu'à un moment, ils vont pas non plus m'acheter toutes les 5 minutes des pièces, quoi, parce qu'elles sont quand même un peu chères. Enfin, c'est pas des pièces, on va dire, où on va craquer comme ça sur un coup de tête. C'est plus des achats réfléchis pour des moments, des anniversaires et tout. Donc voilà, je voyais quand même un peu le côté limité dans un premier temps, de me dire, voilà, j'ai pas une énorme communauté, comment est-ce que je fais ensuite pour faire des ventes lors d'un prochain pop-up, c'est clair. Et ton site internet, qu'est-ce qui s'est passé au lancement? Bah écoute, était bien. J'ai fait des ventes sur mon site. Tu l'as Non, fait toi-même ton site quand tu non, je démarrais? non, je l'ai pas fait moi-même. J'avais fait. En fait, d'ailleurs, c'est très drôle que tu en parles parce que c'est vraiment des choses. Je me dis, au début, on se lance, on a une vision très claire de ce qu'on veut, et en fait, on dépense peut-être de l'argent là où il faudrait pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais persuadée que ma différenciation, ce serait en fait de pouvoir acheter les boucles d'oreilles à l'unité et de pouvoir composer sa propre paire de boucles d'oreilles. Et donc, j'avais euh, rencontrer un bureau de développeurs Shopify expert pour qu'il me fasse mon propre site. Vraiment, je voulais un thème qui me soit propre, etc. Et au final, en fait, je connaissais pas beaucoup Shopify et je me suis fait un peu emberlificoter, je pense, par eux, parce qu'in fine, bon, la page de personnalisation que j'ai voulu faire, elle n'était pas très jolie, elle n'était pas très belle, elle n'était pas très user-friendly aussi, parce que en fait, ils avaient mis quasiment tout le budget sur la création du site. En gros, ils avaient trouvé un thème qu'ils avaient un peu modulé, ils avaient un peu codé pour que ça ressemble à mes maquettes. Mais in fine, c'est des choses que j'aurais pu faire moi-même avec du recul. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis même passée sur un nouveau thème que j'ai acheté. J'ai modifié à la marge les couleurs, etc. Mais avec du recul, je me dis que voilà, c'était vraiment pas très intelligent de ma part de me lancer sur ce nouveau site qui m'a pas vraiment coûté très cher non plus, hein. J'ai dépensé 3000 euros. C'était pas, j'ai pas investi non plus 10 000 euros sur ce site, mais c'est clair qu'il fallait tester avant et montrer à des personnes si elles étaient intéressées. Parce qu'au final, je me rends compte que finalement, les gens veulent beaucoup de choses personnalisables, mais ils ont quand même besoin d'être rassurés. Et quelque part, composer sa propre paire de boucles d'oreilles, il y avait des gens qui avaient quand même. Enfin, je pense que la plupart de mes clients préfèrent acheter des paires, en fait. Il n'y avait pas ce côté, allez, je vais composer un truc moi-même. Donc, euh, donc ouais, peut-être une mauvaise connaissance de mon client, justement. Ouais, en fait, ce que tu as fait au démarrage, tu as fait un appel aux experts sur Shopify. Tu t'es dit, voilà, de toute façon, je ne sais pas faire, je vais faire confiance aux gens qui savent. Et au Ouais, final, tu t'es rendu compte que c'était pas une dépense nécessaire parce que avec Shopify, tu peux te débrouiller seul au final pour faire ton site. ouais, c'est clair. Il faut, une fois que tu l'as pris en main, c'est beaucoup plus clair.
Et puis, je pense qu'aussi, il y avait une partie de, c'était mon bébé, mon lancement, il fallait que tout soit parfait. Et j'avais un peu ce, ce syndrome l'oréalien où tout est parfait comme on veut. Donc, c'est vrai que je pense que aussi, j'ai dû perdre des automatismes qui venaient de mon taf, en fait, où tout est parfait au cordeau. Je pense que aussi, là, aujourd'hui, mon site, il est pas, je le trouve très beau, mais il n'est pas exactement comme moi, je l'aurais souhaité. Mais je pense qu'il faut aussi un peu lâcher de l'est sur certains trucs qui sont pas nécessaires, vraiment. Je pense qu'il faut mettre son énergie ailleurs et pas sur tous les petits détails à un moment. Et justement, avec du recul, sur quoi tu mettrais ton énergie au démarrage quand tu démarres? La création de la communauté, clairement. C'est vachement important. C'est vachement important parce que, en fait, je me rends compte, enfin, j'avais écouté des podcasts où je m'étais dit, j'avais écouté une fondatrice des maillots Anja, où elle disait, oui, bah, moi, mon regret, c'est effectivement d'avoir lancé l'Instagram au moment où je lançais la marque. Et donc, j'avais écouté ce conseil et j'avais quand même lancé l'Instagram avant, mais j'avais pas plus de 300 followers au moment où j'ai lancé la marque, donc c'était quand même pas assez. Euh, donc, c'est vachement important, je pense, d'identifier sa mission et d'arriver à la matérialiser. C'est vrai que moi, ma mission, je l'avais en tête très tôt. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais donner confiance, donner confiance en soi avec des bijoux, mais j'aurais pu le faire d'autres manières. Donc, en tout cas, c'est important d'arriver à parler sur des thèmes qui touchent à notre mission et de créer son ton, son univers très tôt pour ensuite que ça fasse des potentiels clients par la suite, quoi. Ouais, très tôt, ça veut dire aussi être assez mûr dans ta réflexion, savoir de quoi tu veux parler. Parce que quand tu fais ça très tôt, tu sais pas trop ce qu'il faut mettre dans le contenu. Ouais, après, c'est mouvant, ça évolue. Enfin, moi, je vois les tout premiers posts que j'ai faits, il y avait les codes OCAN qui étaient posés, mais je me cherchais énormément encore sur je dis tu, je dis je dis nous, je dis il. Je ne savais pas trop comment m'exprimer, mais je pense que quelque part, c'est une sorte de laboratoire d'idées et ça permet quand même de prendre confiance, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est super important. Enfin, on voit aujourd'hui les success stories par exemple, la marque Glossier qui s'est lancée parce que bon, bah, forcément, elle avait un énorme blog, un énorme média en fait comme support, donc ça a été plus simple. Ou même d'autres marques plus récentes, des marques de mode, je pense à Réuni, donc le fondateur qui a son podcast Entreprendre dans la mode. Et forcément, si on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vous écoutent toutes les semaines, c'est plus simple après quand on lance son propre projet. Donc, je dis pas que toutes les marques auraient vocation à lancer un média avant de lancer leur marque, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est d'identifier sa niche et de lui proposer un contenu qui lui plaît et qui n'est pas forcément que du produit, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus clair sur qui est ton client, qui est ta niche aujourd'hui? Est-ce que là-dessus, tu as plus d'idées claires qu'avant, quand il y a un an, quand tu es démarré? Bah oui, c'est clair, c'est clair. J'avais un peu une idée nébuleuse de qui était ma cliente. Euh, mais c'est sûr qu'après, en voyant les différents achats que j'ai faits, ça m'a permis de bien identifier, de mieux comprendre qui était véritablement intéressé par mes bijoux. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je suis capable d'identifier quand même, on va dire, trois types de clientèle. J'ai d'abord des jeunes femmes, on va dire 25-30 ans, dans cette gamme d'âge, qui en fait vont soit s'offrir les plus petites pièces, parce que plus abordables, ou bien qui vont demander en cadeau les plus grosses pièces pour des anniversaires, pour un Noël, pour des moments un peu spéciaux. Euh, donc aussi, j'ai comme deuxième client leurs copains. Donc j'ai beaucoup d'âmes qui passent commande parce que c'est pour des cadeaux pour leurs copines, surprise. Et après, j'ai une troisième type de clientèle où là, c'est des femmes plus âgées qui ont, je dirais, 40 plus, entre 40 et 60 ans et qui, elles, ont le pouvoir d'achat pour s'offrir des pièces qui coûtent plus cher et qui ont aussi plus confiance en elles et qui vont se faire des pièces plus affirmées, plus visibles, plus osées. Donc, c'est vrai que c'est plutôt ces femmes-là qui m'ont pris les très grandes créoles, par exemple, ou Mhm. les manchettes 10 anneaux qui sont des bijoux
déjà qui ont un prix plus élevé et puis en même temps qui sont plus affirmés dans le style. Donc aujourd'hui, tu fonctionnes comment? Tu as un site internet, tu as un showroom? Ouais, exactement. Disons que comme c'est toujours important dans le bijou de pouvoir essayer, ce que je fais, c'est que j'ai mon appartement qui peut accueillir. Donc, c'est le studio. Donc, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne au studio pour me rencontrer et voir les pièces, enfin, les voir, quoi. Et sinon, mon site internet. Après, j'ai le printemps aussi, le printemps Haussmann où je suis. Après, il n'y a pas toutes les pièces. Mais enfin, disons que je pense que c'est intéressant quand même d'y être parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont découvert là-bas et qui reviennent ensuite et qui viennent soit me voir moi, soit acheter en ligne. Donc, c'est aussi une autre manière de se faire découvrir, même si ça a quand même moins d'impact, je pense, que nos pubs Insta, Facebook. Aujourd'hui, comment le trafic se répartit entre le site et le studio en Euh, termes de visites, des Disons, achats? hors confinement, hors confinement, on est plutôt à je dirais, 60% en ligne, 40% en physique. Donc, c'est quand même c'est pas anodin. Euh, et non, il y a aussi, je dirais, 40% au studio, 5% au printemps et le reste en ligne. Donc, le printemps, c'est pas énorme, vraiment. Donc, mais c'est impressionnant de voir à quel point j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent chez moi pour essayer et des personnes qui m'ont trouvé sur Internet justement grâce aux pubs. À chaque fois, je leur pose la question, je dis vous avez découvert comment? Elles me disent je sais pas trop, mais ça devait être sur Instagram, un post sponsorisé. Donc mine de rien, je pense que faire des pubs, ça m'apporte du trafic sur au studio et aussi en ligne, quoi. Et le Bah printemps, justement, je suis content. Le printemps me disent oui, vous faites des pubs, c'est génial, ça nous apporte du monde. Je suis en fait, c'est toi qui drive le trafic au printemps. non, ils sont contents. Ok, parlons des choses sérieuses. Donc, à un moment donné, tu as fait ton pop-up, tu as vu que tu es très vite devenu limité en termes de à qui d'autres je peux vendre parce que tu as passé ton premier cercle. Quel Ouais. type de réflexion tu as eu après? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de rejoindre AM Fashion? Disons que le confinement, enfin, le premier confinement a été, je pense, pour tout le monde super dur. Et en même temps, c'était une manière où tout le monde devait être super euh, enfin, comment dire, créatif pour justement réussir à pivoter, à trouver d'autres sources de revenus. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, moi, j'investis dans la pub, mais encore très timidement. Comment est-ce que je peux faire pour vraiment décoller? Et j'avais pas, disons, les outils pour vraiment augmenter mes investissements de manière sereine. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je trouve de l'aide pour continuer enfin, pour faire exploser mes ventes en ligne parce que là, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir faire grandir ma marque. Mais quoi qu'il arrive, c'est une décision que j'aurais prise à un moment ou un autre. Euh, mais disons que le confinement n'a fait qu'accélérer cette réflexion. Et pourquoi tu as choisi AM Fashion? Déjà, enfin, moi je suis amie avec Laura de Clap et je sais que vous travaillez ensemble depuis longtemps et elle était dithyrambique sur votre collaboration. Elle était vraiment super contente. Donc, c'est vrai qu'elle m'a parlé du programme que tu viens tout juste de lancer. Et, et donc, on s'est fait un rendez-vous, un call qui nous a bien expliqué tout ce qui était dans le programme. Et je pense que c'est à ce moment-là, on s'est dit, bon, certes, c'est un investissement, mais il faut voir aussi sur le long terme ce que ça peut nous apporter. Et donc, on s'est dit, allez, banco, on essaye. Et quelles ont été les premières expériences avec le programme quand tu as démarré tout juste? J'étais assez impressionnée par finalement le cheminement, la réflexion que j'ai trouvé vraiment très pleine de bon sens finalement. C'est comment ordonner ses affaires pour faire en sorte que les pubs fonctionnent. C'est pas se lancer faire les pubs tout de suite, mais au contraire, c'est comprendre
qui on veut aller toucher, avec quel message, et tout ça, ça demande quand même du travail de préparation. Donc j'ai trouvé ça plutôt très bien construit, très bien préparé, et j'ai pris plaisir à faire le travail de préparation parce que enfin, pour moi, c'était pas du temps perdu, c'était vraiment un moment aussi de se reposer, de se recentrer. Parce que moi, j'avais aussi fait tout ce travail de le pape. Je l'avais fait en fait déjà moi en amont, mais c'est vrai que de se reposer dessus, je me souviens même on s'était appelé parce que justement moi j'avais ce souci du ton, de la tonalité, où j'arrivais pas à trouver mon ton. Et donc, tu m'avais rassuré, tu m'avais donné des conseils, et donc aussi ça m'a permis aussi de moi de réévoluer sur ma manière de communiquer. Donc c'était vraiment pas du temps perdu, et au contraire après je me suis dit bah, je me lance sur les pubs, je comprends comment ça fonctionne, mais là au moins je suis plus sereine sur comment faire pour quel message donner. Enfin voilà, c'était vraiment cool quoi. En fait, tu voulais lancer les pubs, mais je te fais travailler sur autre chose. Oui, mais en même temps, c'est très rationnel. Tout le contenu que tu proposais, tout le travail en amont, pour moi, c'est que du bon sens. Et au final, non, j'ai fait le travail sérieusement, et j'ai trouvé ça même super intéressant de refaire des interviews clientes, parce que du coup, moi, j'en avais fait au tout début, avant le lancement, mais j'en avais pas refait après, et surtout avec vraiment des clients qui ne me connaissaient pas. Donc avant les toutes premières interviews, c'était avec des amis, donc forcément peut-être un peu biaisé. Mais donc là, oui, avec des personnes qui ne me connaissaient pas, et c'était vraiment génial. Franchement, j'ai passé un super moment avec ces femmes à parler d'elle, de la marque. C'était assez cool. C'est vrai qu'au début, on a travaillé sur le document qu'on appelle PAP dans le programme. Donc, produit, authenticité, et c'était pas personnalité. Et toi, tu avais un problème de se dire qui je suis. Est-ce que je m'adresse aux clients comme je ou nous? Tu avais ce petit côté euh, une décision. En fait, tu n'arrivais pas à te décider sur quel pied danser. C'est clair. Et est-ce que là, c'était plus clair, ce type d'exercice, ça t'a aidé un peu à clarifier la marque? Bah, en fait, je pense que ce que tu m'avais dit, et c'était vraiment En fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'une marque qui arrive à créer une communauté, c'est une marque qui crée du contenu qui est fort, parce qu'en fait, tout est aligné, et qu'on sent qu'il y a une vraie c'est des messages qui viennent vraiment du cœur. Enfin, il y a une vraie force qui s'en dégage. Et pour ça, il faut être aligné avec soi-même. Et c'est vrai que moi, me cacher derrière un nous, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment plus parler, être proche, etc. Mais comme la marque portait pas mon prénom, c'est pour ça que je me suis entre guillemets cachée derrière ce nous. Et voilà, donc c'est vrai que moi, ça m'a permis de prendre confiance et de me dire, bon, on s'en fiche, tu as le droit de t'exprimer en ton propre nom. Ça ne fera pas moins marque sérieuse pour autant, en fait. Et aujourd'hui, tu dis je. Ouais, ouais, j'ai dit je. D'accord. J'ai perdu la voix. Ok. Donc, après, une fois que tu as questionné tes clientes, interviewé tes clientes, on est passé à ton site. Est-ce que tu as fait beaucoup de changements sur ton site? Oui, j'ai changé le thème déjà. J'ai changé le thème, et non, après, on a revu ensemble. Enfin, disons, moi, comme je n'ai du digital sur Lancôme, j'avais déjà bien en tête un peu un site e-commerce, les prérequis pour que ça fonctionne. Mais bien sûr, d'avoir un œil neuf aussi expert, ça aide forcément. Et donc, on a revu pas mal de choses d'organisation sur aussi la page de garde, enfin, la homepage. Mais c'est vrai que, enfin, en termes aussi de funnel aussi, tu nous as bien aidé à essayer de voir lever les freins à la conversion, faire en sorte que ça soit le plus fluide possible, euh, et aussi de trouver un peu des petits trucs aussi pour que les gens aient envie de s'inscrire à une newsletter, ou de faire un premier achat. Donc non, super, super pertinent d'avoir tes retours sur le site. Et après, on a passé au pub. Donc, Exact. le process n'était pas immédiat. Peut-être que peut-être tu as attendu que ça soit plus rapide, mais on a fait quand même le travail au préalable, ce qui était important, de poser vraiment les fondamentaux. Je vais y arriver. Alors, les pubs. Tu Euh, as démarré quand?
tes J'ai pubs? commencé en août, les pubs. Euh, En oui, sachant que dans le programme, tu es venue assez tôt. Tu t'es parmi les premières. Tu je t'es suis venue en mai. à mai. Ouais. Donc, tu as pris ton temps à poser des choses Ouais, quand même. c'est ça. Non, non, franchement, j'ai vraiment pris le temps de le faire. Ouais, et après, je me suis lancée sur les pubs. Et effectivement, bah, disons que justement, je me posais la question, je me disais, est-ce que août, c'est le meilleur moment pour me lancer? Et puis, il y a un moment, on s'est dit, bon, bah, on se jette à l'eau, quoi, on avance. Et, euh, et je pense que moi, en fait, avant de faire le programme, je faisais toujours de la pub, si tu veux, mais j'étais très timide. Je faisais du 15 euros par jour et encore pas tout le temps. Enfin, il y a des moments où j'arrêtais dans le mois, c'était pas en continu. Et j'étais pas dans cette dynamique de sans cesse tester et trouver des nouvelles audiences. Donc moi, en tout cas, c'est vrai que quand j'ai commencé en août, j'avais quand même changé mon mindset par rapport à ma manière de faire. Déjà, j'avais moins peur de dépenser. J'avais multiplié mon budget par 10 quand même. J'étais à 150 euros par jour. Et on a commencé à tester ensemble, je me souviens, 2 angles différents. Et in fine, on en a gardé deux, mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais au final, ça m'a quand même bien permis d'identifier des cibles, d'arriver à toucher des gens que je n'avais pas touchés parce que je n'avais pas pensé à aller voir telle ou telle audience. Donc tout le travail en amont qu'on avait fait, justement, d'aller interviewer des clientes aussi, ça m'avait donné plein d'idées pour pouvoir toucher plein d'audiences différentes. Donc après, c'est vrai que le résultat s'est vu tout de suite sur mon chiffre d'affaires parce que comment j'ai multiplié par 5 de mémoire. Donc c'était assez fulgurant de voir le résultat. Et c'était super excitant d'avoir plein de nouvelles commandes qui arrivaient. Donc non, ça m'a donné vachement confiance dans l'envie de continuer. Et, euh, et même si, par exemple, j'ai pas été forcément rentable tout de suite sur les pubs, bah, au contraire, je me suis dit, ça m'a quand même bien aidé à me faire connaître de nouvelles personnes. Donc voilà, après aussi, je me suis rendu compte aussi que mes clientes, sur certaines pièces, elles mettent un peu de temps à réfléchir. Donc, disons que c'est normal que ça n'ait pas, disons, pris tout de suite. Mais en tout cas, j'étais quand même super contente déjà de voir un résultat direct sur mes ventes, quoi. Et justement, quel résultat tu as vu en termes de chiffre d'affaires avant que tu as commencé le programme et maintenant? Bah, je te dis, un vrai saut. Enfin, si tu vois mon chiffre d'affaires, il fait ça et après, il fait ça. Donc ça augmente bien. Là, j'ai pas le tableau, mais ça augmente vraiment. Et je te dis, là, j'ai même en novembre, avec ma nouvelle édition, passé un nouveau cap en faisant 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc hors taxe. Donc C'est super. important. Ouais, c'est quand même super important. Donc non, 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 ça m'aide énormément. En tout cas, moi, à trouver des nouveaux clients et j'ai plus cette peur que je pouvais avoir au début de me dire comment est-ce que je vais faire pour justement passer le premier, le deuxième cercle, maintenant le troisième cercle, les personnes qui ne me connaissent absolument pas. Et, euh, et c'est vrai que même si c'est, disons, je pense que faire des pubs sur Facebook, ça aurait quand même, enfin, et Instagram, il faut quand même beaucoup de rigueur. Certes, tu nous donnes toute une méthodologie, des outils pour suivre jour par jour les investissements. Mais c'est vrai que moi, je pense que en septembre, justement, je m'étais un peu endormie sur mes investissements et j'ai pas assez testé, ce qui fait que il y a un moment, je me suis un petit peu, en gros, j'avais un peu trop dépensé. Donc le mois de septembre, ça n'a pas été, disons, un mois où j'étais rentable sur les pubs. Mais j'ai fait vachement attention le mois d'après. Et là, à nouveau, enfin, j'ai beaucoup plus testé et vraiment j'ai beaucoup suivi le budget jour par jour pour être super contente ensuite de... Bah, en tout cas, là, je suis rentable sur mes pubs depuis le mois d'octobre. Donc, octobre-novembre, on a dégagé de la marge, quoi. Donc, super contente. Super. Ouais. Super parcours en tout cas parce que voilà, une marque de bijoux, tu as une vraie identité très forte d'ailleurs. Les bijoux, ils sont aussi très forts visuellement et ça donne envie, tu as des belles images. Donc tu fais vraiment un beau travail
identité sur la marque Mm. et on sent qu'il y a une vraie personnalité. Donc, je pense que voilà, ta marque elle va aller vraiment très loin. Ah, bah, c'est gentil, écoute. Et est-ce que il y a d'autres aspects dans le programme, comme la partie communautaire, est-ce que ça t'aide dans le quotidien? Je pense que la partie Facebook, ouais, ça aide. Même si moi, j'ai pas le temps de toujours apporter de l'aide, mais c'est vrai que sur certains points, par exemple, quand je vois que j'ai déjà rencontré ce problème ou quoi, moi, enfin, je prends le temps de répondre aussi. Donc non, c'est intéressant aussi de voir les questions que les autres personnes peuvent se poser sur le programme. Ça peut donner des idées sur des choses à mettre en place sur son propre site internet. Donc non, enfin, la partie communauté, je la trouve nécessaire. Comme même des pop-up, enfin, c'est bête, mais on en a quand même toujours besoin d'avoir des pop-up de temps en temps pour montrer nos bijoux, rencontrer nos clients dans un autre contexte, quoi. Donc c'est important. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens moins seule? Est-ce que je me sens moins seule? Ouais, carrément. Franchement, c'est vachement important. Bah, c'est drôle parce que j'ai eu donc pas mal de personnes qui me contactent pour me demander des conseils sur le programme. Et en fait, moi, au tout début, j'avais fait Gold Up, qui est un programme de The Family. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que vraiment, ça n'apporte pas du tout la même chose. Et c'est vrai que ton programme, c'est vraiment très concret sur t'aider à développer ton chiffre d'affaires. C'est extrêmement concret. Enfin, alors que cet autre programme, c'était plus sur la communauté, si tu veux. Donc, je pense que là, je me sens vraiment plus équipée pour aller de l'avant et plus sereine aussi pour gérer mieux mes investissements, quoi. Donc, Et c'est super. c'est intéressant comme retour ce que tu donnes. Et justement, si quelqu'un te pose la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas entamer ce parcours avec la M-Fashion, qu'est-ce que tu répondrais? Ce que je réponds, c'est que c'est un programme qui est super bien construit, euh, qui donne vraiment des belles structures où tu vas dans le détail et tout est bien pensé pour t'aider à bien gérer ta pub et que ça soit performant. Et pour être honnête, moi, ce que je dis, c'est que je pense que le programme, il y a plein de. Comment dire? Il y a tellement de choses que c'est clair que moi, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour me lancer. Mais une fois qu'on se lance, je trouve qu'on est vraiment en confiance et on gère vraiment bien ce qu'on fait. Donc ça, c'est super important de ne pas être à l'aveugle et perdu. Donc là, au contraire, on comprend bien, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut tester. Après, chaque marque, c'est différent. Moi, par exemple, voilà, je me suis testée au début, je suis allée un peu trop loin, ou j'ai un peu trop dépensé, ou j'étais pas forcément rentable tout de suite. Mais là, c'est vrai que d'avoir testé, de m'être testé, aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus sereine et j'arrive à être rentable sur mes pubs. Donc, disons que je pense que moi, ce que je le dis, c'est que c'est un programme qui, oui, il y a un peu de temps, il y a du travail à faire. Et il faut consacrer ce temps qui est nécessaire, mais qu'après, voilà, si on veut être autonome et qu'on veut être en confiance dans ce qu'on fait, c'est quand même super important. Mais en tout cas, je trouve que ton programme est super bien pensé. Tu vas parler de plein de sujets qui sont très pertinents et qui sont nécessaires pour déjà avoir un message fort, avoir des pubs bien construites. Et puis voilà, tu aussi te donnes d'autres conseils sur le site internet pour qu'il soit bien performant. Enfin, tout est tellement. Tu penses à tous les touch points d'une expérience client et ça, c'est super important. Et voilà, donc c'est concret et c'est complet. Donc, voilà. Super, merci. Et aucun studio dans 5 ans? Oh là là. Je me suis dit dans 5 ans. Écoute, moi, j'aimerais trop pouvoir avoir ma propre boutique. Donc, on verra. Mais pour ça nécessite quand même de faire bien plus grossir mes ventes. Mais en tout cas, non, j'espère avoir déjà plusieurs lignes de bijoux. Pourquoi pas me développer grâce à la pub aussi sur de nouveaux pays. Pas uniquement rester sur la France. Ça, c'est vachement important aussi, parce qu'il y a d'autres sources de croissance qui ne sont pas forcément en France, justement. Et puis, après, je ne sais pas, j'aimerais forcément faire des jolis collabs avec d'autres marques
continuer à raconter des histoires autour de ma marque. Voilà, pourquoi pas un corner au Japon, qui sait, on verra. Bah oui, c'est le sujet de ta marque, c'est important. Exactement. Ok, bah merci beaucoup Margot pour ce témoignage et les retours d'expérience et surtout, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et je resterai à tes côtés pour t'aider à aller plus loin. Super, merci Inga. Merci Margot. Salut.